aborder ce que vous nommez le phénomène de la désinformation. Il s'agit là d'un aspect de la réalité qui est assez méconnu et qui au premier abord n'est pas évident à comprendre. Pourriez-vous nous expliquer les origines de ce phénomène et quelle en est la cause? OK. Ce que vous appelez, ou ce que j'appelle la désinformation, c'est le fait que l'ego vit un phénomène de croyance par rapport à sa pensée. Alors, il croit que... la plupart du temps, il croit ce qu'il pense. Okay? Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce qu'il pense, ou la forme que prend sa pensée, est influencé par des atmosphères, des programmes, des mémoires. Alors, ça va très loin. C'est pas seulement sa mémoire à lui, dans le sens de sa vie, mais c'est la mémoire collective et toute l'influence qu'il a eue depuis qu'il est né. Alors, c'est l'influence de la conscience psychologique, etc., la conscience collective. Alors, l'ego, qui est ignorant de ces aspects multidimensionnels, se désinforme continuellement, finalement. Autrement dit, il interprète à travers la coloration créée par les programmes, les atmosphères vibratoires que créent les programmes ou la mémoire, et il est constamment, il se désinforme plutôt constamment. Et il ne le sait pas. Lui, il croit à tout ça parce que c'est comme ça depuis qu'il est tout petit. Les gens fonctionnent de cette façon-là, tout le monde. Et il confirme ses croyances à travers les autres. Voyez-vous? Alors, c'est comme une mémoire collective très... avec beaucoup d'influence, finalement, qui supporte ses croyances, donc sa désinformation. Et l'être humain aujourd'hui est prisonnier de cette désinformation-là, est prisonnier d'une conscience qui le désinforme continuellement. Et il en ignore, il ignore ce phénomène. Et c'est ça son problème, d'ailleurs. Sa souffrance, l'origine de sa souffrance est la désinformation, autrement dit, son incapacité à observer la réalité telle qu'elle est. Alors, quelle est la qualité du regard d'une personne qui ne croit plus ses pensées? Comment on en arrive à ne plus croire sa pensée? Ben, on en arrive là à travers le fait qu'on est en mesure d'observer le phénomène, la mécanique qui crée cette pensée-là. Si vous êtes conscient ou vous êtes en observation de la mécanique ou des choses, des paramètres qui créent cette désinformation-là ou la pensée, à ce moment-là, ben, vous mettez moins d'importance à la pensée. Voyez-vous? Vous allez vous baser beaucoup plus sur la parole, par exemple. Autrement dit, beaucoup plus sur quelque chose qui est concret, qui est une action concrète. Voyez-vous? La parole, c'est une action. C'est pas aussi concret qu'un mouvement, mais c'est quand même, ça précède le mouvement. Voyez-vous? Alors, une personne qui est au courant de ce qui se passe, qui a la capacité d'observation multidimensionnelle, elle a la capacité de faire de discernement dans tout ça. Là. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ça lui permet de s'ajuster continuellement en temps réel. Et ça le bénéficie énormément parce que il se désinforme de moins en moins. Parce qu'il prend l'expérience de fonctionner en temps réel, autrement dit, d'être en conscience en temps réel. On parle de conscience multidimensionnelle. Alors, ça lui permet de s'ajuster continuellement à la réalité. Au lieu de subir continuellement
les influences de la programmation ou du système. Le problème avec l'homme aujourd'hui, c'est qu'il subit l'influence du système, parce que les programmes font partie du système. Alors, le système universel, si vous voulez, pour le système, l'homme, autrement dit, je te pour dire, l'homme n'a pas d'importance, il a une importance, mais il se sert de l'homme. Autrement dit, ça évolue. Le système évolue. C'est comme un rouleau compresseur. Là, puis l'homme, s'il se trouve devant, momentanément, ben, il va se faire aplatir. Ça n'a pas d'importance pour le système. Alors, il va souffrir, autrement dit. Alors, c'est à l'homme à découvrir comment le système fonctionne et à se sortir de la souffrance. Se sortir devant devant le rouleau compresseur, justement. Sans ça, il va souffrir toute sa vie. Là. Il va être une victime. Tandis que s'il est en mesure d'observer au niveau multidimensionnel, ben, il devient de moins en moins victime. Donc, il bénéficie de la vie beaucoup plus qu'avant. Donc, il est moins désinformé, justement. Tout à l'heure, vous mentionnez cette sorte d'atmosphère mentale qui se crée par les programmes, par la programmation. Comment on peut faire la différence entre l'influence de cette programmation-là et le réel? Comment on le détecte? Qu'on est sous l'influence justement de la programmation quand on est dans ce mouvement vibratoire, au niveau de la pensée, au niveau des programmes. Ça se détecte seulement à travers l'expérience. Mais auparavant, il faut être instruit, il faut avoir une information, il faut être informé sur comment ça fonctionne. Alors, un processus d'éveil, ça commence toujours par l'information. Si l'information, si l'individu est en mesure d'absorber cette information-là, à ce moment-là, il va s'ajuster tranquillement et il va développer une capacité ou un discernement différent, une capacité d'observation différente qui va lui permettre d'être de plus en plus en puissance. Au lieu d'être utilisé par le système, c'est lui qui va utiliser le système. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, il va être beaucoup plus... sa vie va être beaucoup plus créative. J'ai perdu le fil de votre question. Oui, la question, c'est comment on arrive à faire la différence entre l'influence de la programmation sur notre conscience et quand on en est libre, en fait. Quand on est capable de voir le réel. Parce que quand on est sous l'influence d'une émotion ou sous l'influence d'un programme, on s'en aperçoit pas forcément. Donc on est envahi un peu par cette énergie. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est seulement l'expérience d'observation multidimensionnelle en temps réel qui va faire la différence. Sans cette expérience-là, un individu ne peut pas faire la différence. Impossible. Parce qu'il est constamment désinformé. Alors, il faut qu'il développe une capacité d'observation différente. Autrement dit, une conscience supérieure à son ancienne pour faire la différence. Puis à ce moment-là, il ne fait même pas, comme vous dites, la différence. C'est qu'il est en mesure d'observer la réalité, tout simplement. Alors, il s'ajuste automatiquement à travers sa capacité d'observation multidimensionnelle. La capacité d'observation multidimensionnelle, elle est impérative au développement de l'identité de l'individu, de l'autorité de l'individu.
C'est à travers cette capacité-là que l'individu développe sa propre autorité. C'est ça qu'il doit développer. Voyez-vous? C'est ça la nouvelle conscience. C'est ça une conscience supérieure. Comparativement à la conscience collective actuelle, qui est de nature psychologique, qui est très limitée. Autrement dit, il n'y a pas d'individualité comme telle. L'individu est complètement englobé dans une mer collective, hein? Dans une matrice collective, justement. Et il est assujetti à cette matrice-là. Autrement dit, il est influencé à travers les jugements, à travers la morale, à travers tout, finalement. À travers toute l'autorité qui lui a été imposée depuis qu'il est très jeune. Alors, cette influence-là lui a été transférée depuis qu'il est très, très jeune, malgré lui. Il était forcé d'accepter cette autorité-là, sous menace d'abandon, ou sur senti d'abandon. Autrement dit, l'enfant, par peur du rejet, par peur d'être abandonné, va accepter l'autorité des parents. Il n'a pas le choix. Il sait qu'il ne peut pas survivre seul. C'est là que ça commence. Il n'a pas conscience, l'enfant, au départ, qu'il vit ce phénomène-là. Mais par la suite, il renforce constamment l'influence de la conscience collective sur lui, ou de l'autorité collective sur lui. Donc un individu progressivement perd son identité, jusqu'à quel point l'individu est le produit de la masse, en fait. Jusqu'à quel degré l'influence de la masse sur l'individu. Quand l'individu n'est pas dans son autorité, elle est totale. Il n'y a pas d'identité. Il peut sembler avoir une identité, mais cette identité-là, elle est liée à sa programmation, donc elle est liée à la désinformation. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui semblent avoir de l'identité, mais ce n'est pas une identité réelle. Ils sont tellement sous l'influence collective qu'ils manifestent cette identité collective-là, une facette en tout cas. Plus une personne est assujettie, plus sa personnalité est forte. Il n'y a pas de doute. Alors à ce moment-là, il agit en conséquence. On va dire, c'est une personnalité forte. Il y a beaucoup d'autorité. Ouais, mais c'est l'autorité du collectif. Il n'y a pas d'autorité individuelle là-dedans. Il n'y a pas de conscience individuelle. Il n'y a pas d'autorité individuelle. Parce que la personne est complètement aveuglée par sa programmation, puis l'influence collective, l'influence de l'autorité collective. Alors, comment voulez-vous qu'elle fasse la différence? Elle ne peut pas. Elle ne sait même pas qu'il y a quelque chose d'autre. Ça, c'est alors, pour vous, c'est quoi de... Ça, c'est de la désinformation. Oui. Oui. Alors, pour vous, à partir de votre point de vue, c'est quoi de l'identité réelle? De l'identité réelle, c'est la capacité de volonté à partir de soi-même. Ça veut dire quoi, ça? À partir de notre propre observation. Voyez-vous? Si une personne observe de façon psychologique, automatiquement, elle n'observe pas par elle-même. Elle observe à travers le prisme collectif. Voyez-vous? Avoir de l'identité, c'est être en mesure d'observer par soi-même.
à travers sa propre capacité d'observation multidimensionnelle, pas de l'observation psychologique. Parce que l'observation psychologique, ça provient ou c'est manifeste à travers une conscience inférieure. Tandis que la capacité d'observation multidimensionnelle se manifeste à travers un mental ou une conscience supérieure, quel que soit le degré d'expérience. Une fois que la personne est informée, à ce moment-là, il y a un processus d'évolution qui commence. Elle passe de l'involution à l'évolution, mais c'est un commencement, il faut qu'elle prenne l'expérience. Autrement dit, l'esprit doit s'incarner. L'esprit s'incarne. L'ego s'incarne. Voyez-vous? Dans la conscience, lorsqu'un ego est assujetti à la conscience collective, il n'est pas suffisamment incarné. Il s'incarne à la mesure de l'autorité collective. Il ne peut pas s'incarner plus que ça. La barre est à 2, puis il ne peut pas mettre la barre à 5 puis essayer de sauter à 5. Il va se faire descendre, il va se faire juger, etc. On va le condamner. Voyez-vous? Subtilement. Alors pourquoi l'individu n'était pas libre du collectif? Pourquoi il n'arrive pas à s'extraire justement de cette conscience collective? Quels sont les facteurs qui fassent qu'il soit totalement assujetti à cette conscience-là de groupe? Son ignorance. Autrement dit, tant qu'il n'est pas informé sur la nature réelle de cette conscience collective-là, de cette autorité collective-là, autrement dit, de la mécanique systémique, de la mécanique psychique, il ne peut pas le savoir. Donc, il est désinformé complètement. Il s'imagine des choses. Voyez-vous? Il interprète certaines choses qu'il perçoit de la réalité. On perçoit toujours de la réalité, mais cette réalité qu'on ne peut pas voir complètement parce qu'elle est invisible à l'individu, à ce moment-là, il l'interprète à travers son intuition, son intellect, etc. S'il est le moindrement assujetti au collectif, il va utiliser toute la mémoire collective, autrement dit la connaissance, déjà l'expérience, autrement dit déjà acquise. Voyez-vous? Il ne peut pas évoluer comme ça. Parce qu'il va être pollué par l'expérience passée qui provient d'une conscience inférieure. Alors comment voulez-vous qu'il développe une conscience supérieure avec tout le bagage qui s'est passé avant? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été nécessaire. Mais une fois que l'individu prend conscience de la nature de tout ça, de cette conscience-là, il n'y en a plus besoin. Au contraire, il a besoin d'autre chose. Donc, il doit le découvrir, il doit absorber une autre sorte d'information. Quand il est prêt à l'absorber, voyez-vous? Et lorsqu'il est en mesure de l'absorber, ben là, il découvre de plus en plus l'ampleur de la désinformation et il développe de plus en plus, tranquillement, pas vite, une capacité d'observation différente, supérieure. Donc, une conscience supérieure. Mais ça se fait petit à petit. Ça ne se fait pas tout d'un coup, là. Ça ne peut pas se faire tout d'un coup. Impossible. C'est comme dire, on apprend la guitare tout d'un coup. Bon, science infuse. Ça ne marche pas de même. On doit pratiquer avant, vivre l'expérience, dépendant de chaque individu, du passé de l'individu au niveau de sa génétique, par exemple, c'est encore de la mémoire. Au niveau s'il y a des parents musiciens, ça va être plus facile parce qu'il est en contact avec la musique, etc. Il y a toutes sortes de facteurs du genre qui jouent.
Un enfant, par exemple, qui naît dans une famille où les parents sont éveillés, ben, il ne vivra pas la même chose qu'un enfant, que le même enfant dans une famille qui n'est pas éveillée. C'est évident. Parce que dans une famille non éveillée, les parents vont imposer leur autorité. Dans une famille où les parents sont éveillés, il n'y aura pas d'imposition d'autorité. Il va y avoir de l'autorité pareil, mais il n'y aura pas d'imposition de l'autorité. Les parents vont communiquer horizontalement avec l'enfant au lieu de communiquer verticalement avec l'enfant. Le problème des enfants et des parents involutifs ou psychologiques, c'est qu'ils imposent leur autorité de façon verticale. C'est pour ça que l'enfant développe un programme d'abandon, puis le rejet, etc., un conflit de rejet. Parce que s'il ne fait pas comme les parents lui imposent, il va se sentir rejeté des parents, d'une façon ou d'une autre. Les parents vont le gronder, ils vont le mettre en pénitence, whatever. Autrement dit, c'est non, c'est mal, babi, baba. Alors, ils imposent leur conscience, finalement, sur la conscience de l'enfant, ou le peu d'expérience que l'enfant peut avoir. Alors, si l'enfant se sent rejeté ou abandonné, ben, il vit l'expérience de la mort, finalement. Parce qu'il est en péril, là. C'est très puissant, ça. Alors, il va accepter l'autorité des parents pour ne pas être rejeté. Alors, tous les individus ont ce conflit de rejet et d'abandon. À un degré ou à un autre. À cause de l'imposition des parents ou du collectif, c'est la même chose. Parce que derrière les parents, derrière l'expérience des parents, il y a l'expérience d'un assujettissement des parents à la conscience collective. Ça va loin l'affaire. Ça fait des millénaires, c'est comme ça. Alors, se libérer de ça, c'est un tour de force. Oui, donc en fait, plus un enfant se fait rejeter par ses parents, plus il va essayer de se raccrocher à la conscience de groupe pour se sécuriser, c'est ça? Ouais, mais l'enfant ne se fait pas rejeter par les parents. Attention. C'est un sentiment de rejet. OK? Les parents ne veulent pas rejeter l'enfant. Bon. C'est que par leur approche, l'enfant se sent rejeté. L'enfant se sent abandonné. Si on demande aux parents, bon, on n'a jamais abandonné ou rejeté l'enfant, c'est évident. Hein? Ils l'aiment beaucoup trop. T'sais? C'est pour son bien, etc., etc. Mais pour son bien, il y en a qui imposent beaucoup de mal pour le bien. T'sais? Fait que l'enfant, lui, il perçoit comme ça. C'est la perception de l'enfant qui est importante, pas des parents. T'sais, souvent, on entend les parents dire « Oh non, jamais! Ah, mais l'enfant, lui, il le perçoit comme ça, c'est ça qui est réel, dans le fond, pour lui. Alors, à ce moment-là, ben, il vit ce conflit-là d'abandon, de rejet. Et pour ne pas vivre, pour ne pas se sentir rejeté, ben là, il accepte tout ce que les parents lui disent. Pas maintenant. Il y en a qui acceptent plus que d'autres. Il y en a qui se rebellent, il y en a qui ne se rebellent pas, etc., dépendant de l'imposition, du degré d'imposition des parents. C'est pour ça que les personnalités vont être différentes. Mais finalement, tout le monde vit ça. Là. C'est la base même de la névrose généralisée chez l'être humain. Alors, l'homme doit se libérer de ça. L'être humain, il doit sortir de cette prison mentale-là, à laquelle il se
il se maintient lui-même dans cette prison à travers la désinformation. C'est ça le pire. Il n'y a personne qui le maintient là. C'est lui-même à travers cette désinformation. Que c'est puissant la désinformation et c'est total. C'est pas partiel. Les gens, quand je parle de désinformation, les gens pensent que ouais, on se désinforme de temps en temps, là, tu sais. Non, non. C'est global. C'est entier, cette affaire-là. Ça touche à tout. Donc ce qui maintient en fait ce phénomène d'imposition sur un enfant, de l'adulte, est-ce que c'est son ignorance du système de l'enfant, de comment il fonctionne, et des répercussions que ça a? Ben, c'est pas seulement ça, c'est tout simplement parce que les parents ne sont pas conscients, ne sont pas éveillés. Alors, si les parents ne sont pas éveillés, c'est évident que ils vont faire vivre à l'enfant des choses qu'il ne devrait pas vivre. Puis il va se sentir de cette façon-là. C'est pas la faute des parents. Les parents sont tout aussi ignorants que l'enfant. Là. Et cette ignorance-là se transfère de génération en génération, jusqu'à temps qu'il y ait une génération qui s'éveille, ou des individus plutôt, ou un individu qui s'éveille éventuellement. Tu sais, durant l'évolution, il y a eu beaucoup d'individus qui ont partiellement éveillé l'homme. OK? Mais ça a servi. OK? Mais l'homme avait besoin de vivre des expériences comme il a vécu depuis 100 ans, là, une accélération pour qu'il réalise que là, ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne de moins en moins bien. Puis les conditions étant différentes, parce qu'anciennement, les gens vivaient à la campagne, c'était beaucoup plus relax, etc. On suivait la tribu, là, puis c'était difficile de sortir de ça, puis bon. Fait que, mais aujourd'hui, avec les villes, etc., la surpopulation, là, ça devient de plus en plus évident. Il y a une certaine liberté que l'homme n'avait pas avant. Voyez-vous? C'est pas une liberté réelle, là, comme on en parle, mais il y a un jeu. Et les individus qui sont plus sensibles vont essayer d'utiliser ce jeu-là, ces ouvertures-là, pour sortir de la souffrance. Parce que c'est ceux qui sont les plus sensibles qui souffrent le plus, finalement. Ceux qui ont des conflits d'abandon plus intenses, plus développés, dans le sens qu'ils se sont fait imposer encore plus que d'autres, etc. C'est ceux-là qui souffrent le plus. Fait que s'ils ont plus d'expérience involutive, ben à ce moment-là, ils vont être plus ouverts à s'en sortir. Ils vont être plus ouverts à se faire dire, bon ben, vous vous désinformez totalement. Là. C'est pas évident à absorber, ça. Ah oui, ok, ouais, mais ça semblait aussi. Tu sais, genre, une personne qui est évoluée, il va avoir la puce à l'oreille quand on lui dit quelque chose du genre. Puis on lui explique en plus. T'sais, ça a du sens pour lui. Une autre personne plus spirituelle ou moins évoluée, ben, à ce moment-là, ça ne lui dira pas grand-chose. Elle veut garder ses croyances, ses illusions, puis sa souffrance. Il y en a qui aiment ça souffrir. Genre. C'est comme un genre de masochisme spirituel. Là, ouais. Oui, j'allais dire, ces croyances et des notions en fait qui ne sont pas vérifiées. Exactement. Toutes ces croyances.
Exactement. C'est facile pour une personne qui n'a pas d'identité, qui n'est pas dans son autorité, qui est dans l'autorité collective, de croire. Elle est habituée à croire, à prendre tout pour du comptant, là, tu sais, sans vérifier, justement. Vérifier, c'est observer, c'est être dans... Pour vérifier, il faut être un peu dans son autorité. Il faut avoir la puce à l'oreille. Donc, plus on vérifie, mais avec quel œil on vérifie, là, tu sais? Il faut vérifier avec un œil un peu plus évolué. Autrement dit, une observation plus multidimensionnelle, justement, qui tient compte du thème puis de comment ça fonctionne. Parce qu'au niveau vibratoire, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'au niveau psychologique. Du tout. Les gens s'imaginent que ça fonctionne. Non, un senti, c'est vibratoire. Quand vous avez un senti dans votre mental, dans votre corps, c'est vibratoire. Tu sais? Fait que ça agit sur l'individu. L'individu est habitué à se fier à ce senti-là, à cette atmosphère mentale-là. Il en souffre d'ailleurs. Mais il ne peut pas, il y a de la difficulté à ne pas croire, dans le sens de savoir la provenance de ce senti-là. C'est instantané. Ça, c'est la mémoire. Le programme qui se déclenche, ça fait vivre à l'ego une atmosphère mentale et physique. C'est vibratoire, ça. Qu'est-ce qui déclenche dans notre expérience de vie, justement, ces programmes internes? Les événements. La vibration dans les événements. Si on va à l'extrême, là, une personne qui vous regarde de travers, hein? Peut-être qu'elle n'a même pas d'intention, là, tu sais, mais elle vous regarde de travers, vous allez avoir une mise en vibration. Si vous êtes sensible au rejet, vous allez tout de suite automatiquement avoir une mise en vibration. Pourquoi c'est plus facile? Parce que votre sensibilité, premièrement, et votre manque d'autorité, votre manque de capacité à observer le phénomène, à ce moment-là, vous le sentez, c'est réel. Puis, une fois que vous vivez l'atmosphère mentale et physique, c'est très facile. Cette atmosphère mentale-là affecte votre pensée. Votre pensée va se colorer dans cette direction-là ou de cette couleur-là, de la couleur du senti ou de l'atmosphère, c'est évident. C'est ça qui fait que la pensée, oui, on a la capacité de penser, mais c'est pas nous qui créons la pensée comme telle, qui colorons la pensée. On a seulement la faculté de penser, de voir des formes. Et si on croit toutes les formes qui se passent dans notre mental, voyez-vous? On dit que les personnes qui croient tout ce qui se passe dans leur mental et agissent en conséquence, c'est des fous. Hein? On les amène à l'hôpital parce qu'ils dépassent les bornes de la norme. Voyez-vous? Mais dans le fond, les gens sont fous. Dans le sens qu'ils croient tout ce qui se passe dans leur tête, tout ce qui est coloré par leur senti. Vous remarquez ça? La base même des émotions, c'est ça. C'est la croyance dans ces sentis-là et dans la pensée par la suite, c'est évident. Alors, est-ce que la pensée peut être objective? Psychologiquement, oui, mais c'est une attitude. Une personne qui est libre, qui est éveillée, ne vit pas ça de la même façon. Il n'est pas objectif. Il n'est pas intéressé à être objectif. Il manifeste
de l'objectivité. Je suis d'accord. Mais lui, il n'a pas d'intention d'être objectif. Il est beaucoup plus prépersonnel qu'une personne qui fonctionne de façon psychologique, c'est évident. Pourquoi il est plus prépersonnel? Parce qu'il s'occupe justement de sa personne. Sa personne, elle est ajustée de plus en plus ou beaucoup plus au réel, ou autrement dit au système, comment ça fonctionne. Il voit plus clair, autrement dit. Il a la capacité d'agir en temps réel sur justement ces atmosphères-là, etc. Là. Voyez-vous? S'il voit qu'est-ce qui se passe, s'il est en mesure en temps réel d'observer ce qui se passe, ben là, il ne peut pas croire, il ne peut pas tomber dans le piège de cette désinformation-là, justement. Voyez-vous? Donc, ça dénote à quel point l'homme est désinformé. Parce que tout le monde fonctionne de cette façon-là. Tout le monde se fie à leur senti, etc. C'est pour ça qu'il y a tant de clash entre les gens, de difficulté à communiquer, des guerres individuelles, personnelles, nationales, etc. Ça finit plus. Donc, lorsqu'on a gagné suffisamment d'expérience, d'observation de ce phénomène, donc comment on se fait influencer par notre programmation, qu'on est capable de le voir dans l'instant, donc on commence à regarder la réalité telle qu'elle est, parce qu'on on peut plus se faire affecter, on va dire, par la programmation. C'est ça. On a une vision qui est plus claire. Oui, donc on commence à être libre de la programmation. Dans la programmation. Certaines programmations, on accepte, on peut même l'amplifier, des choses sont créatives, mais d'autres programmations, d'autres mémoires, si vous voulez, qui sont pas créatives, ben, on les active plus, parce qu'on voit clair. On est libre à ce moment-là, on commence à être libre à ce moment-là. C'est ça la liberté réelle. Donc, on commence à discerner les choses de façon différente. Donc, on commence à mettre de l'ordre dans notre vie. Là. On commence à savoir qu'est-ce qui se passe, comment gérer notre énergie, donc gérer notre vie. Ça touche à tout, cela. Donc le problème fondamental, vous diriez que c'est le manque de conscience de notre propre mécanique, de comment on fonctionne? Exactement. Le manque d'expérience, surtout. C'est pas seulement la conscience ou l'information. Seulement l'information, il y a beaucoup de gens qui se méprennent là-dessus. Ils pensent que parce qu'ils ont l'information, tout va. Là. Mais c'est pas assez l'information. Ça prend... faut être en mesure de l'appliquer en temps réel. Si vous avez conscience, dans le sens que vous avez une certaine information, vous êtes conscient de la mécanique, etc., là, il vous reste à le mettre en pratique. Si vous ne l'avez jamais mis en pratique, à ce moment-là, si l'individu pense qu'il est conscient, qu'il est éveillé, là, il fait erreur. Il va y avoir des surprises. Il faut qu'il puisse commencer à l'appliquer en temps réel. Puis ça, c'est pas facile. C'est là le test. Puis là, ça prend l'expérience. Un petit peu à la fois. Quand même, vous observez 1% dans l'expérience en temps réel. Puis, vous avez juste à l'accumuler, ce pourcentage-là. C'est à tous les fois, vous observez 2%, 3%. À chaque fois, à travers l'expérience, vous allez accumuler cette expérience-là. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ça ne fonctionne pas tout d'un coup parce que l'ego, il a conscience intellectuellement de certaines informations. Tout le monde peut absorber cette information-là puis croire que, bon, là, je suis conscient. Là. Ouais, mais si votre vie est tout croche, si vous souffrez, ça vous sert à quoi, là, seulement la connaissance, seulement l'information, ça vous sert absolument à rien. Ça peut vous servir si vous le mettez en pratique. Mais s'il y a trop de résistance, dans le sens que l'ego, il pense qu'il est éveillé, puis il pense que, ah non, je le sais, baba, mais sa vie est tout croche. Mais là, ça il saute pas aux yeux que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est plein de gens comme ça. T'sais, ça, c'est intellectualisé, c'est en faire de la philosophie. Là. Mais c'est pas de la philosophie. L'information de base, si elle est appliquée, ou elle commence à être appliquée, c'est ça qui va changer l'organisation de l'ego, justement. La conscience, c'est ça qui va faire que la personne est de plus en plus dans son autorité, de plus en plus dans son identité, etc., etc. C'est une accumulation d'expérience, mais il faut qu'elle vive l'expérience. Bon? Au départ, par exemple, un individu en consultation, il va prendre l'expérience d'observation multidimensionnelle avec la personne avec laquelle il est en interface. Bon? Après ça, plus il va prendre l'expérience d'observation en temps réel, parce que ça se passe en temps réel, c'est dynamique. À ce moment-là, par la suite, il va être beaucoup plus en mesure de l'appliquer en temps réel dans sa propre vie, de façon autonome. C'est là que les deux comptent. Ça commence ici, puis ça se transfère dans la vie de l'individu, dans le sens à travers son expérience de façon autonome. Bon? Là, il développe une autonomie au fur et à mesure qu'il est en mesure de mettre en pratique son observation multidimensionnelle. Et ça s'acquiert tranquillement. Ça s'acquiert par expérience, interface avec un autre individu, et ensuite par soi-même. Bon? Il faut qu'il y ait la désinformation est tellement grande, tellement puissante qu'il faut qu'il ait comment je dis ça? C'est comme regarder dans un miroir. Vous voyez vos défauts, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un cerne, vous voyez que vous avez un cerne. Bon, ben, en interface, l'autre personne, surtout la personne éveillée, va servir de miroir, genre. Voyez-vous? Va pouvoir situer l'autre personne plus facilement qu'elle-même, parce qu'elle manque d'expérience. Voyez-vous? Alors, l'autre, elle va pouvoir absorber l'expérience d'observation multidimensionnelle qu'elle est en mesure d'absorber, justement, ou de vivre à ce moment-là. Voyez-vous, c'est une expérience. Et elle a besoin de cette expérience-là pour ensuite la vivre par elle-même. C'est plus facile. En fait, la personne en interface, c'est un facilitateur. Il facilite l'éveil. Mais c'est la personne elle-même qui doit faire le travail. Voyez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par justement cette observation multidimensionnelle en contraste par rapport à une observation psychologique? Quels sont les facteurs qui font qu'on commence à se libérer justement lorsqu'on acquiert cette conscience? On acquiert cette conscience en développant une capacité d'observation, justement, multidimensionnelle, comparativement à l'observation psychologique. L'observation psychologique, elle est partielle. C'est l'observation de la forme. OK? L'observation multidimensionnelle, c'est à la fois l'observation de la forme et l'observation de la vibration, si vous voulez. OK? L'invisible, ce que les gens appellent l'invisible. Autrement dit, la capacité d'observer le système vibratoire, parce que c'est vibratoire le système, c'est pas des formes. OK? Donc, il faut être en mesure d'en créer des formes pour
à travers notre capacité d'observer des phénomènes. Voyez-vous? Puis à ce moment-là, ben, j'appelle ça une observation multidimensionnelle. Mais en fait, c'est une conscience supérieure de la réalité. C'est une conscience qui dépasse la conscience de la forme pure et simple, la surface. Voyez-vous? C'est comme un iceberg. Vous voyez la surface, mais le plus gros du iceberg est en dessous de la surface. Ça permet d'observer les dessous. Si on n'observe pas les dessous, à ce moment-là, on ne peut pas observer grand-chose. On observe la surface, puis on est assujetti à ce qui se trame dans les dessous. Ce que Freud appelait l'inconscient. Pas pour rien appeler ça l'inconscient, c'est inconscient. Mais c'est inconscient, beaucoup plus, c'est beaucoup plus, comment je dirais ça, c'est beaucoup plus inconscient que Freud le pensait, autrement dit. Dans le sens que c'est vibratoire, donc c'est un langage différent. Donc ça nécessite une conscience différente. Bon? La logique vibratoire, la logique psychologique, c'est pas la même chose. C'est de la logique, mais c'est pas la même chose. C'est un apprentissage. C'est des mécanismes différents. C'est un peu comparer la physique classique avec la physique quantique. Pas mêlant, là. Ça se ressemble beaucoup. Alors, la physique quantique, c'est pas évident. Là. Parce que le langage est différent. L'approche est différente. L'observation est différente. Voyez-vous? Si vous êtes familier le moindrement avec la physique quantique ou les théories au niveau de la physique quantique, par exemple, Heisenberg, par exemple, bon, ben, on peut observer, il appelle ça le phénomène de... Je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, on peut observer, par exemple, une particule, okay, à un certain endroit, mais on ne peut pas en même temps observer sa vitesse. Si on observe sa vitesse, on ne peut pas savoir déterminer. C'est un phénomène de détermination ou quelque chose de genre. Alors, on peut déterminer la vitesse, mais on ne peut pas déterminer l'endroit où est la particule. Voyez-vous? Autrement dit, il y a un phénomène de dissociation entre les deux. Là. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'est justement la qualité de la physique quantique, justement. Voyez-vous? C'est important. Cette théorie-là, qui a été prouvée par la suite, était très importante au début du développement de la physique quantique. Voyez-vous? Alors, c'est un peu la même chose. C'est un monde infiniment petit. Dans le sens que le monde psychologique, c'est un monde infiniment grand, macro, si vous voulez. Voyez-vous? Donc, ça ressemble un peu à la physique classique. C'est plus évident. Tandis que la physique quantique, c'est pas aussi évident. C'est plus vibratoire. On joue avec l'énergie, là. On joue avec l'infiniment petit. Alors, l'infiniment petit ne se comporte pas de la même façon que l'infiniment grand ou la matière. Voyez-vous? C'est ça la différence au niveau de la physique quantique et au niveau de la réalité vibratoire comparativement à la réalité de la forme, autrement dit la conscience psychologique vis-à-vis la conscience vibratoire. Il y a une logique quantique comme il y a une logique classique en physique. Voyez-vous? Mais ce n'est pas la même approche du tout. C'est la même chose. Et c'est cette difficulté-là que les gens, c'est ça, voir dans l'invisible.
c'est cette difficulté-là, c'est cette problématique-là que les gens ont de la difficulté à observer ou à en prendre conscience, c'est ça. Ils mélangent tout, là. T'sais, ils veulent que ça se comporte comme ils sont habitués de le voir psychologiquement, autrement dit. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus universel dans la logique, si vous voulez, vibratoire. Comme j'expliquais tout à l'heure, un regard d'une personne peut déclencher un programme. Pourquoi? Parce qu'il y a la même vibration. Si cette vibration est perçue par l'ego, ça déclenche le programme. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, l'énergie, ou si vous voulez, la mémoire, elle vient à l'esprit de l'individu, au niveau du mental, au niveau du senti physique. Parce que le programme a été déclenché par ça. Mais là, si la personne se fie seulement à son senti, ne vérifie pas, n'est pas en mesure d'observer, là, il peut se faire jouer des tours, réagir émotionnellement, quand, en fait, la personne n'a pas vécu ce qu'elle croyait, que l'autre personne croyait qu'elle avait vécu. Voyez-vous, là? Alors, elle n'y voit que du feu. Elle ne voit pas très clair dans ça. Bon, c'est ce que vous appelez des émotions. Elle vit l'émotion parce qu'elle croit tout ça. Ça n'a plus aucun rapport avec l'événement. Ou très peu. Mais elle va justifier sa réaction. Ouais, mais il m'a regardé comme ça. Je l'ai vu. Je suis sûr. La personne est sûre parce qu'elle le sentit comme ça. Mais elle ne sait pas d'où provient le senti. Elle se fie à ça. C'est toujours fiée à ça. Pareil comme elle s'est toujours fiée à sa pensée. Qui est le produit coloré du senti. Alors. Oui, donc l'individu, tant qu'il est totalement inconscient de comment il fonctionne au niveau systémique, il est totalement assujetti à ses mémoires, à de la mémoire, en fait. Totalement. Comme un robot. Il est robotisé, puis il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il fonctionne à travers des programmes, des automatismes, etc. Il croit qu'il est libre, lui, là. Libre arbitre. Ouais. Une fois qu'il découvre le poteau rose, il réalise qu'il n'est pas souillant. OK. Bon. Le pourcentage est très, très, très petit. Hein? Il n'est pas libre. Puis c'est pas là, de toute façon, la liberté. La liberté, c'est de se libérer de ça. De ne plus être assujetti à ce point-là au programme. On est toujours, pas assujetti, mais on est toujours dépendant des programmes pour vivre certains automatismes. Hein? Mais ce qui fait notre affaire, pas ce qui ne fait pas notre affaire. Dans le sens que si des choses nous nuisent, si on en souffre, là, ça ne fonctionne plus, là, les programmes. On n'est pas obligé de subir tous nos programmes. Elle est là, la liberté. La liberté, c'est en fonction du système, des programmes, certains programmes. De ne plus être en mesure d'être victime, finalement, des programmes. Ou de certains programmes. Et des programmes en général. C'est ça, être libre dans sa programmation. Sans connaître la mécanique, etc. Puis on peut changer ce qu'on veut là-dedans. On peut améliorer. On ne peut pas éliminer, mais on peut améliorer. Ou ne pas activer, tout simplement. Oui, donc quand une personne a suffisamment d'expérience, d'observation du fait qu'il est absolument mécanisé dans ses réactions,
il commence à se dégager en fait des programmes. Il s'identifie moins facilement à cette programmation, c'est ça? Il commence à être libre de l'influence des programmes. C'est ça, être conscient. C'est simple. Il faut savoir comment on fonctionne. Psychiquement. Physiquement, on sait à peu près comment ça fonctionne. Excepté dans l'infiniment petit, là, c'est évident. Mais psychiquement, l'ésotérisme a essayé d'amener des solutions à ça, ou des éclaircissements à ça, mais l'ésotérisme, c'est l'ésotérisme. C'est teinté de religiosité, là, t'sais. Alors, de symbolique, etc. Oui, il y a une réalité derrière toutes ces choses-là. Mais il faut être en mesure de la voir, cette réalité-là, de l'observer. Si on n'est pas en mesure de l'observer, ben à ce moment-là, on se fait englober par tout ça, puis on n'est pas libre. Oui, donc peu importe la qualité de l'information que l'on reçoit, tant qu'on n'a pas développé une capacité d'observation, pour vérifier par soi-même, c'est très facile de se faire justement désinformer, etc. Ah, exactement, ouais, exactement. Tant que l'ego n'a pas développé suffisamment d'observation multidimensionnelle, justement, pas assez d'expérience, il ne peut pas développer sa propre autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il ne peut pas en avoir d'autorité. Seulement quand on observe quelque chose, factuellement, qu'on sait quelque chose. Hein? Puis dans ce cas-là, ben, on voit beaucoup plus globalement, multidimensionnellement, ce qui se passe. Alors, c'est ça qui fait toute la différence. Puis ça l'agit, ça. L'observation multidimensionnelle et l'effet placebo, c'est la même chose. Ça provient du même endroit. Autrement dit, la puissance que ça a provient du même endroit. Si on peut appeler ça un endroit, ça provient de l'esprit, ça provient de la vie de la personne, la puissance de vie qu'on a en nous. Voyez-vous? C'est notre puissance de vie qui agit lorsqu'on croit. Voyez-vous? Qui agit contre nous, là. Mais c'est notre puissance. Ça, c'est l'effet placebo, là. J'y crois. Donc, je crois que la pilule renferme des ingrédients particuliers qui vont me guérir. Donc, je guéris. Plus j'y crois, plus je vais guérir. Donc, il y a une puissance quelque part, là. Bon, mais c'est cette puissance-là qu'il y a derrière l'observation. Qu'elle soit psychologique ou multidimensionnelle. Psychologique, ça joue contre nous. Au niveau multidimensionnel, ça joue pour nous. Et plus on prend d'expérience d'observation multidimensionnelle, plus on développe évidemment notre propre autorité, parce que l'observation, elle ne passe pas par le collectif. C'est nous qui sommes en mesure d'observer ce qui se passe. Au niveau vibratoire, au niveau de la forme, à tous les niveaux. Alors, c'est comme ça qu'on développe notre autorité et automatiquement qu'on vit de plus en plus, qu'on découvre finalement notre identité réelle, qui n'est pas liée au collectif, à l'autorité collective. Sans ça, quand notre identité est liée au collectif, on n'a pas d'identité, on a l'identité du collectif, finalement. On cherche, on est... c'est comme diluer, je sais pas moi, de l'eau potable dans la mer. C'est à peu près la même chose. L'homme, c'est comme l'eau potable, puis il dit une goutte dans la mer. Ça... Voyez ce que je veux dire? Fait que, essayez de trouver la goutte maintenant. C'est pour ça que l'homme n'a pas d'identité.
pour ça qu'il est malheureux, pour ça qu'il souffre, pour ça qu'il n'y a pas d'autorité. Il nourrit tout le temps l'autorité collective, continuellement, sans le savoir. Fait que sa puissance sert à ça, sert à nourrir l'autorité collective, à nourrir une identité collective, etc. Qu'il est perdu, là, il ne sait plus ce qui est. C'est évident. Il court après son identité. C'est évident. Donc, il est malheureux. Il se pose des questions. Il se prend la tête. Plein de choses qui y arrivent dans sa vie, puis il se demande pourquoi. Pourquoi ma blonde me laissait? Pourquoi, tu sais, etc. C'est évident pourquoi, là. À un moment donné. Oui, donc l'homme qui commence ce processus doit en arriver à être conscient qu'il a tout à revoir, quoi. Il a tout à remettre en question. Même lui. Là, il commence à sortir du phénomène de désinformation. Là, la lumière rentre. Là. Il commence à être éclairé, là. Un petit peu plus. Il faut qu'il sache se servir de sa lampe de poche. Là. Parce qu'au début, c'est une lampe de poche, après ça devient un gros spotlight.